si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantiliser l'Afrique, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer. S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires, même dans les disputes. De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires. Mao, dans les années 60, pendant la Grande Famine, a développé l'arme atomique. Comment juger cela aujourd'hui ? D'un côté, pendant la Grande Famine, il a affamé d'innombrables Chinois pour développer l'arme atomique. Vu sous cet angle, on ne peut que le critiquer sévèrement. Mais d'un autre côté, vu sous l'angle du développement de la nation chinoise, et comme ont pu le montrer certains documents, les États-Unis projetaient des représailles vis-à-vis de la Chine. De ce point de vue, il fallait développer l'arme atomique pour assurer l'indépendance de la nation. Voilà la contradiction majeure. Mao pensait que c'était la seule façon de parler d'égal à égal avec les États-Unis et obtenir la reconnaissance de sa légitimité. Sur ce point, il faut admettre qu'il a représenté les intérêts de la Chine. Il faut réfléchir à trois aspects. 1. L'unification du pays. 2. L'indépendance du pays. Et 3. La satisfaction des besoins fondamentaux de logement et de nourriture. C'est seulement si nous atteignons une capacité militaire équivalente que les États-Unis reconnaîtront notre place. Sur ce plan, les Chinois sont très réalistes. Ils développent leur économie, ce qui leur permet de se développer militairement. Le retard de la Chine est apparu à ses dirigeants dès 1991, lors de la première guerre du Golfe, menée par Bush Senior. L'armée chinoise a été profondément marquée par ces événements. Nous avons compris qu'une forme de guerre inédite venait d'apparaître. Pour Pékin, l'objectif avoué est de gagner le statut qui était jadis celui de l'URSS durant la guerre froide. Celui d'un alter ego qui, grâce à l'équilibre de la terreur, se fait respecter de l'Amérique. Sans une puissance militaire conséquente, il est difficile de garantir la sécurité et la souveraineté du pays et de protéger notre développement. Cela signifie que la guerre fait tache d'huile de secteur en secteur. À partir du domaine militaire, la guerre s'étend à tous les autres domaines.
tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc., mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation, devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre, tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, hein, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. Oui. Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Maintenant, comme vous voyez bien que c'est un monde de violence, il faut d'ores et déjà, c'est là que je voudrais m'arrêter, très sérieusement, penser à un programme nucléaire du continent africain. La jeunesse africaine, scientifique, etc., politique, a le devoir de penser d'ores et déjà sur un programme nucléaire africain. C'est pas bizarre, même un petit pays comme la Corée du Nord, ils en ont. Pourquoi pas nous? Ils sont tout petits. I didn't fall down. Quand vous regardez chaque génération de Kim, chaque période des relations entre la Corée et les États-Unis, je pense que la Corée du Nord s'est progressivement convaincue que leur armement nucléaire devenait leur police d'assurance. Et certainement, ils ont été convaincus de cela quand ils ont vu ce qui est arrivé en Irak, ce qui est arrivé en Libye. Parce que la seule erreur des dictateurs de ces deux pays, c'est de ne pas avoir développé d'armes nucléaires. Et la seule chose que les États-Unis respectent, c'est un pays qui possède l'arme nucléaire. Les États-Unis n'ont jamais attaqué de puissance nucléaire. L'exemple de l'Irak et de l'Afghanistan montre qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour nous défendre. D'où l'intérêt de développer notre propre force. Si on prend le cas de la Libye, nous voyons que les Libyens ont renoncé à l'arme nucléaire sous injonction américaine. Et finalement, ils ont creusé leur propre tombe. Tous ces exemples nous ont confortés dans l'idée que face à des impérialistes, il n'y avait pas d'autre solution que la lutte et encore la lutte. Conscient d'être dans la ligne de mire, le régime concentre tous ses efforts sur l'armement nucléaire. Sur le site de Yonbyon, vivent et travaillent désormais des milliers de scientifiques. Un effort incroyable pour un si petit pays. Alors le compte à rebours est implacable. Il s'achève le 9 octobre 2006 avec une annonce triomphale à la télévision officielle. La Corée du Nord a été contrainte de donner des preuves substantielles de sa maîtrise des armes nucléaires pour protéger sa souveraineté et son droit à exister face aux dangers quotidiens de guerre de la part des États-Unis. Notre force nucléaire est une assurance pour protéger notre souveraineté nationale. Avec elle, nous construisons la paix, la richesse et la puissance, ainsi que le bonheur du peuple.
Le jeune Kim Jong-un a compris que les essais nucléaires ne sont pas suffisants pour impressionner l'Amérique. Il lui faut également prouver qu'il est capable d'atteindre son ennemi directement. Alors il multiplie les essais balistiques à un rythme jamais vu jusque-là. Et il les supervise souvent en personne sur les images de la télévision officielle. Nous avons essayé la tactique du gentil flic, nous avons essayé la tactique du méchant flic, on a essayé d'ignorer la Corée du Nord, on a essayé de la menacer militairement, tout ce que vous imaginez. Presque tout a été tenté pendant cette période-là. Et rien n'a marché dans la durée. Fin 2017, Pyongyang annonce brutalement le succès de son programme nucléaire. Les derniers tirs sont suspendus. La dissuasion est officiellement acquise. Ce que veut la Corée du Nord avec son arme nucléaire, c'est d'abord de la dissuasion. Le second objectif, c'est d'utiliser ces armes comme carte de négociation pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Tout le monde sait cela. Aussi bien les États-Unis que la Chine, que les autres pays. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, leaders mondiaux et distingués délégués, bienvenue à New York. C'est un grand honneur d'être face à vous, dans ma ville natale, en tant que représentant du peuple américain. Aujourd'hui, le développement inconscient d'armes nucléaires et de missiles balistiques par la Corée du Nord menace le monde entier. Les États-Unis ont une grande force et une grande patience, mais s'ils sont obligés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de totalement détruire la Corée du Nord. L'homme fusée s'est engagé dans une mission suicide, pour lui et pour son régime. Septembre 2017, l'Assemblée générale de l'ONU est sidérée par le discours du nouveau président américain. La réponse va être cinglante. Les États-Unis ne pourront jamais provoquer la guerre, ni contre moi, ni contre notre pays. Toute l'Amérique est désormais à la portée de nos armes nucléaires. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Ce n'est pas du tout une menace, c'est la simple réalité. J'espère que les États-Unis ont clairement cela en tête. Une attaque militaire à petite échelle contre la Corée du Nord pourrait déclencher une escalade jusqu'à un conflit nucléaire. Voilà la différence entre aujourd'hui et 1994. Nous étions prêts à engager des actions plus radicales en 1994 que nous ne le sommes aujourd'hui. Pour faire bref, les armes nucléaires sont bien une dissuasion qui marche pour les États-Unis, mais une dissuasion qui marche aujourd'hui aussi pour la Corée du Nord. Et les leaders nord-coréens l'ont bien compris. C'est bien pour cela qu'ils se sont dotés d'un arsenal, pour dissuader les États-Unis d'envisager une action militaire à leur encontre. Il n'y a plus, selon moi, aucune option militaire possible contre la Corée du Nord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Coréens ont été déportés au Japon comme travailleurs forcés. Alors quand une bombe nucléaire a explosé sur le Japon à la fin de la guerre, beaucoup de Coréens ont pu la voir, constater ses effets et connaître cette nouvelle arme. Et après la guerre, quand ils sont rentrés en Corée, ils ont raconté ça aux autres Coréens et les dirigeants ont compris que c'était quelque chose de très important. En 1943, à la conférence du Caire, puis en 1945 à Yalta, les Alliés se sont entendus sur une indépendance coréenne en temps voulu. En attendant, la Corée sera mise sous tutelle américaine et soviétique. Suite à l'effondrement japonais, les troupes soviétiques arrivent par le nord. Comme convenu, ils laissent les Américains occuper la moitié sud du pays. Deux diplomates américains dessinent à la va-vite une ligne de démarcation nord-sud, le long du 38e parallèle, afin de récupérer Séoul en zone américaine.
L'Allemagne a été divisée car c'est elle qui a commencé une guerre agressive. Et elle l'a perdue. Nous, notre division nous a été imposée par des puissances étrangères. Nous n'y étions pour rien. Des deux côtés, on s'arme. Le 38e parallèle devient une frontière de plus en plus infranchissable. Le rideau de fer coupe l'Europe en deux. Ici, la guerre froide fait d'un pays, deux États, deux mondes, deux visions radicalement opposées, prêts à mourir pour réunifier leur pays. La guerre de Corée a commencé le 25 juin 1950. Pour les Coréens du Nord, ce sont les États-Unis les fauteurs de guerre. Après avoir mis la main sur le Sud, l'armée américaine a décidé d'envahir le Nord, puis de chasser Mao et les communistes qui ont conquis la Chine. Mais soutenu par les frères soviétiques et chinois, Kim Il-sung a vaillamment dirigé de ce bureau les armées du Nord, infligeant aux envahisseurs une défaite humiliante. J'ai servi dans l'armée pendant 63 ans. J'ai 84 ans. La guerre de Corée a été causée par les impérialistes américains. Mais notre peuple s'est battu pour la réunification. Au début, nous sommes partis jusqu'au sud pour la libération, pour que toute la Corée puisse vivre sous un même toit, comme une famille. Pendant l'été 1950, presque toute la Corée du Sud est envahie par ceux qu'on appelle les Rouges, sauf la région de Pusan, dans le sud-ouest. Ensuite, avec l'aide massive des troupes américaines et onusiennes, l'armée du Sud reprend Séoul, puis progresse toujours plus au nord afin de conquérir l'autre côté. Décembre 1950. Les premiers GIs arrivent à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. À Pékin, Mao l'a plusieurs fois répété. Les troupes américaines aux portes de la jeune Chine communiste sont un casus belli. Quand les États-Unis ont attaqué notre pays, la Chine nous a envoyé ses fils et ses filles, et même le fils du président Mao. On pensait qu'une Corée du Nord plus puissante grâce à notre soutien empêcherait les Américains et les Sud-Coréens de s'approcher de notre frontière. Connaissez-vous le chant de l'armée des volontaires? Vaillants et remontés, franchissons le fleuve Yalu. Défendons la paix et la patrie. C'est pour protéger chez nous. Des centaines de milliers de volontaires chinois prennent la relève des Nord-Coréens épuisés. Le fils aîné de Mao sera tué au front. Le reflux américain tourne à la catastrophe. Les GIs qui ne sont pas submergés par les vagues de soldats chinois gèlent sur place. Là où ils le peuvent, ils embarquent hommes et matériels et quelques milliers de réfugiés coréens en haillons. Le port était surencombré de tous ces habitants de l'agglomération de Wonsan. Et tout le monde ne pouvait pas monter à bord. Moi, comme j'étais tout seul, je pouvais monter sur le navire à la sauvette. Je croyais que je pourrais rentrer au bout d'une semaine. J'étais parti avec un livre. Ça n'était pas pour partir à cause d'une question de liberté, seulement pour une question de survie. Il y avait des rumeurs comme quoi, si on restait, on serait bientôt mort, ou qu'une bombe atomique allait nous tomber dessus. Car c'est dans ce chaos que l'arme nucléaire apparaît pour la première fois en Corée. MacArthur a effectivement demandé une vingtaine de bombes atomiques au président Truman. Truman lui a refusé. C'est une des raisons qui mènera plus tard au renvoi de MacArthur en avril 1951.
Pour MacArthur, ces 26 bombes atomiques devaient vitrifier la frontière sino-coréenne. Cela bloquerait les renforts de Pékin et couperait la Chine communiste du reste du monde. Des plans détaillés sont élaborés. Des bombardiers effectuent des arcs d'approche. Ils lâchent même des leurres au-dessus du nord pour tester leurs impacts. J'imagine ce que c'était que d'observer depuis les bunkers nord-coréens ces bombardiers B-29 arrivés du Japon, sans savoir s'ils allaient lancer une vraie bombe atomique ou une fausse. Pour éviter une troisième guerre mondiale, l'option nucléaire est abandonnée. À l'été 1951, le front se stabilise plus ou moins à son point de départ. La guerre devient une guerre de tranchées. Pour faire plier la Chine et la Corée, le bombardement systématique du Nord commence. L'US Air Force a répertorié les destructions par bombardement. Les chiffres sont clairs. En moyenne, elles étaient plus importantes en Corée du Nord qu'au Japon et en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Coréens du Nord ont perdu très tôt le contrôle du ciel. Alors ils ont commencé à s'enterrer. On trouvait sous terre des industries, des écoles, des usines et même des pistes de décollage. À Pyongyang, il n'y avait plus rien. C'était des ruines. Il n'y avait plus une seule maison debout. Tout le monde vivait à moitié sous terre. C'est là que les élèves allaient à l'école. Et c'est là que le peuple coréen s'est mis à reconstruire. Des brigades reconstruisaient les voies ferrées, mais aussi les routes. Les Coréens n'étaient pas morts, mais bien vivants. Nous allons entrer dans la défense. Je vais faire frissonner les gens, les âmes sensibles. L'Afrique noire doit se doter des armes de destruction massive de toute catégorie. Vous ne pourrez jamais vous développer si vous ne pouvez pas vous défendre. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que tout le monde est contre les Iraniens, les Occidentaux aussi de logique, ils sont tellement logiques ces gens-là que ils font plaisir à voir. Et ils ont la bombe atomique, ils ont même la bombe, ce que j'appelle la bombe du voleur, c'est-à-dire la bombe à neutrons. Vous n'avez pas le droit, parce qu'ils savent que s'ils viennent voler vos biens, vous bougez, ils disent, si vous n'êtes pas d'accord, vous tirez dessus. Ah bon, mais ils vont nous vitrifier, bon, c'est pas la peine de bouger, on attend, et laissez-les faire ce qu'ils veulent. Je rappelle que l'Afrique du Sud, sous l'apartheid, avait la bombe A, la bombe H et la bombe à neutrons. Quand on a senti que les Noirs allaient prendre le pouvoir, on a pris toutes ces bombes-là, on a donné aux États-Unis, y compris les Blancs. Alors, les Noirs ne comprennent pas encore que ce genre de geste veut dire que tant que vous êtes là, vous serez à notre portée. Parce que tant que nous, on voudra vos matières premières, il faudra qu'on vienne les chercher sans que vous ayez à nous créer des problèmes. On sait que ce qui se passe en RDC aujourd'hui, il y a notamment Bolloré avec l'histoire du Colombo-Tantalite, c'est-à-dire que sans le Colombo-Tantalite, qu'on appelle le coltan, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de téléphone portable. Et pendant ce temps, les gars fomentent des guerres, pour tout le temps de désordre à l'intérieur. Ils prennent le coltan, ils amènent, et pendant ce temps, nous mourons de faim. On dit l'Afrique est riche. L'Afrique n'est pas riche. L'Afrique est pauvre. Si on veut dénucléariser le monde, qu'on ne nous dise pas que non, vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Ceux qui l'ont, qui détruisent, et ils nous disent, nous tous on assiste. Parce que ces gens-là, il faut tout faire attention. Vous détruisez les armes, nous tous on voit. On dit, bon, maintenant, on a pris ces armes-là, on ne les fera plus. Mais ne nous dites pas que nous n'avez pas le droit de ne pas faire, et vous les avez. On dit que non, on ne peut pas accepter ça. Et je dis, les Africains sont capables aujourd'hui, commencez à y réfléchir sérieusement. C'est comme ça. Parce que c'est le monde tel qu'il est là avec sa torture, sa destruction de l'être humain, c'est ça. Il faut penser à ça. On a les moyens, on a les cerveaux, on a les matières, on a l'espace, on a les endroits pour tester. On le fera, le programme nucléaire juste. On dit pour la paix. Et quand vous faites pour la paix, pour la guerre aussi, parce que qui veut préparer la
la guerre, la paix, mais ils préparent la guerre d'abord. Donc ça sera comme ça. Il faut faire nous-mêmes nos paramètres. Il faut faire nous. Sinon on vit dans la mollesse, dans l'ordinaire, dans les trucs qui n'avancent pas, on est heureux, les autres se moquent de vous et puis vous demandent les papiers, etc. Alors que c'est vous qui avez le pétrole, le diamant, l'or et tout, toutes les matières premières. Le continent est très riche. Ce qui peut arriver aussi, bon, ils ne foutent rien, ils dorment, bon, il faut envoyer le sida, il faut envoyer l'Ebola. Le sida et l'Ebola, c'est introduit par l'Europe en Afrique, comme ils avaient introduit jadis la syphilis. C'est le même scénario. La syphilis n'a jamais existé en Afrique. C'est eux qui ont introduit. Ça, c'est un fait d'histoire. Les premiers blancs arrivés dans la région, c'est l'extrême fin du 19e siècle. Les Européens apportent aussi une nouvelle maladie, la syphilis. Les femmes, donc vraiment les femmes étaient un outil de travail et un outil sexuel. Donc si c'était lui qui avait la maladie, il la distribuait et ça a donc été une augmentation exponentielle des maladies vénériennes. La syphilis fait rage parmi la population, provoquant des lésions sur tout le corps, y compris les parties génitales. L'origine du sida est toujours un mystère sur lequel la communauté scientifique est longtemps restée muette. N'y a-t-elle pas vu d'intérêt ou a-t-elle eu peur de savoir? L'hypothèse la mieux acceptée par la communauté scientifique est la théorie du chasseur. Elle privilégie l'idée d'un accident durant lequel un homme aurait été infecté avec le sang d'un chimpanzé contaminé. Mais elle ne permet pas de comprendre pourquoi le sida n'est apparu que si récemment, car en Afrique, on chasse le chimpanzé depuis la nuit des temps. Pendant près de 80 ans, aucun médecin, aucun missionnaire n'a remarqué l'épidémie. Il existe une autre hypothèse bien plus dérangeante. C'est en 1992 qu'un journaliste indépendant, Tom Curtis, publie un article dont il ne soupçonne pas les conséquences. Un jour, un militant de la lutte anti-sida m'a envoyé de Californie des coupures de journaux en disant qu'il s'agissait d'informations propres à intéresser un journaliste d'investigation. On y disait que c'était bien joli de parler de rites tribaux bizarroïdes et d'autres hypothèses possibles quant aux origines du sida, mais que c'était un fait avéré que le virus du singe, le SV40, avait été transmis à des millions de personnes de par le monde. Cela donnait à entendre qu'un phénomène similaire avait pu se produire avec le sida. Cette révélation est une bombe. L'ancêtre du virus du sida est aussi un virus de singe. Et Curtis a découvert qu'au Congo, il y avait eu une campagne de vaccination anti-polio. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprowski. La communauté scientifique s'est brusquement sentie contestée. Le fait qu'un journaliste publie des articles sur son compte dans la revue Rolling Stone était perçu comme une atteinte à sa dignité. Les scientifiques étaient très inquiets, notamment parce que l'auteur des articles était un journaliste professionnel. Et ils craignaient que les gens ne veuillent plus faire vacciner leurs enfants. Comment un virus de singe aurait-il pu contaminer un vaccin? La révélation de Curtis est lourde de conséquences, car elle met en cause le processus de fabrication du vaccin polio, une des plus grandes fiertés de la médecine moderne. Albert Sabin et Hilary Koprowski, deux géants de la science, cherchent chacun à avoir la primeur de la découverte du vaccin vivant atténué contre la polio. Sabin passe un accord secret avec son pays natal, l'URSS. Il y vaccinera plus de 6 millions de personnes en Lettonie, en Estonie et au Kazakhstan.
Koprowski, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hilary Koprowski est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprowski font leurs expérimentations au même moment avec leur vaccin polio. Aucun cas de sida ne s'est déclaré en Russie, mais au Congo, les premiers cas de sida apparaissent 1 an après les campagnes de vaccination. Est-ce une coïncidence? Ou y a-t-il, comme Curtis l'avait suggéré, quelque chose de différent dans le vaccin Koprowski? Pour répondre à cette question, Curtis avait demandé qu'on teste le vaccin utilisé au Congo, ce que Cecil Fox avait déjà voulu faire en 1985. Quand je me suis présenté à la Food and Drug Administration, en tant qu'employé du gouvernement, pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Je n'ai pas pu poursuivre mes investigations. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida. Et aujourd'hui, c'est Ebola, ils disent que c'est les singes. Mais nous vivons avec les singes depuis des millénaires. Nous avons des totems de singes. Dans ma famille, j'appelle les singes de la forêt, ils viennent prendre les bananes dans la maison. On les connaît. Hein? Ah oui, on met les bois sur le cou. On parle avec eux, on leur donne les bananes. On parle avec les serpents. On dort avec eux, ils ne nous ont jamais donné les singes. Quels singes? Ils ne nous ont jamais donné le sida. Jamais. Ce sont nos parents. Les animaux sont nos parents en Afrique. Ils nous connaissent. Nous les connaissons, ce sont nos parents. Quel singe va vous donner les maladies? C'est tes parents. Il y a un totémisme. Il y a des cosmogonies. On ne peut pas faire le mal. Voilà les fièvres hémorragiques naturelles connues. La fièvre Lassa, dengue, jaune, etc. Et il y a une dizaine. La liste va suivre. On a pour toutes ces fièvres-là des autres connues, que ce soit les petits rongeurs, des insectes de tous ordres ou autres, c'est bien connu. Le cycle évolutif, comme c'est enseigné dans la discipline de parasitologie ou de virologie en l'occurrence, ou même de bactériologie, c'est bien précis. Pour Ebola,
c'est tout et son contraire. La fièvre jaune inaugurale, je vais citer cette date de 1648. À l'époque, on l'appelait la peste noire américaine. Parce que la première fois qu'on l'a décrit, c'était en Uruguay. C'est arrivé sur le continent africain seulement en 67, au Sénégal. Entre-temps, ça a fait des épidémies qui ont fait jusque 20 000 morts en Espagne. Ça, il faut le dire. Voilà, le cas naturel attaque plus les autres que les Africains. Il y a eu toutes ces épidémies. Et quand vous regardez, j'ai oublié de vous mettre les dates exactes avec les mois. Bon, vous avez les dates en année, mais les mois. Vous remarquez une chose, c'est qu'il s'agit de phénomènes à l'emporte-pièce. Les maladies endémiques sur le continent obéissent à une loi naturelle saisonnière. Même le paludisme éternel d'Afrique suit des courbes de pic en saison pluvieuse. Mais Ebola, une fois c'est en août, une autre fois c'est en janvier, une autre fois c'est en décembre, comme ça à l'improviste, de manière erratique. Ça ne rentre dans aucun cadre de phénomène typiquement naturel. Mais j'aimerais signaler quand même que le cas zéro, le patient zéro de Zaïre de 76 a le génome du virus isolé sur lui trop bien décrit. C'est un phénomène que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Vous avez la génétique du virus connue dans ses détails. C'est curieux. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on ne soit pas loin de penser de manière légitime que cette affaire soit une hybridation, comme je l'ai dit publiquement, de deux micro-organismes de nature différente, soit des bactéries filamenteuses comme les spirochètes, ou même les Mycobacter pylori innocenti qui me regardent là-bas. Ça a un aspect filamenteux, vrai ou faux. Si on prend un virus simple, facilement manipulable, qu'on l'introduit dedans, dans son fourreau, on peut obtenir des micro-organismes incontrôlables. Voilà la description. Hein, c'est trop joli ça. Un truc que vous ne connaissiez pas jusqu'en 76. Et en 76 déjà, regardez, c'est décrit avec tous les gènes codés, tout ce que ça fait. Je dis que le virus Ebola, toutes les sous-espèces connues de cette grande famille de filoviridés, fait partie d'un ensemble d'éléments dont l'apparition inaugurale a eu lieu non pas sur le continent africain, mais sur le continent européen. Et c'est issu d'un accident de laboratoire connu de tout le monde. Le Lancet l'a publié en 1977, dans un numéro de mars. Vous pouvez le consulter si le cœur vous en dit. Qu'est-ce que ça dit? Qu'au cours de recherche pour produire un vaccin, on en est arrivé, après importation de singes d'Afrique, naturellement on a dit que ces singes étaient infectés, je vous apporterai la preuve tout à l'heure que ça n'était pas, eh bien il y avait 31 laboratoires, ou 35 selon les chiffres, qui ont été contaminés, 7 en avaient trouvé la mort. Je dis aussi que la chauve-souris n'est pas l'hôte naturel. Le prochain qui va dire ça encore, je vais l'attaquer à l'ordre des médecins pour dire défaut d'information. Parce que c'est du parjure que de dire conscient, ou alors quand on ne sait pas on se tait. Mais dire que la chauve-souris est l'hôte, vous empêchez les Africains même de se nourrir puisque ça fait partie de leur alimentation. Et ils attrapent d'autres formes d'anomalies liées à la sous-alimentation. Vous ne leur donnez pas des informations utiles à même de les aider à se sortir de cette situation. Vous leur mentez. Et ce n'est pas bien, médecin ne fait pas ça. Pourquoi je dis ceci? Il y a eu au moins 7 campagnes de ratissage à grande échelle. Je dis d'ailleurs même qu'on a subi un préjudice dans la matière, parce qu'on a tué trop d'animaux sauvages. On ferait ça ici, ça serait la race campagne vidée de bestioles. Et ces 7 campagnes où de milliers d'animaux de tous ordres, depuis les punaises jusqu'aux plus grands mammifères, les primates et autres n'en parlons pas,
ont été rasiés. C'est pas la première fois. Ça fait 7 fois. Je vous donne les dates, les chiffres et tout. Regardez, c'est partout, hein, c'est disponible. Je ne raconte pas d'histoire. Et on a fait ce qu'on appelle un broyat virologique qu'on a mis en culture, pas sur des œufs comme on le fait pour la grippe, mais sur des reins de singe vert. Et à cette reprise, on n'a jamais réussi à isoler par culture virale Ebola. De la même manière, lorsque on prend le virus Ebola et qu'on l'inocule aux arthropodes qui sont connus, eux, pour être des agents naturels de la fièvre hémorragique naturelle par excellence qu'est la fièvre jaune, ce virus refuse de se multiplier dans le thorax de Aedes aegypti. Vous voulez quoi d'autre? Ça n'a rien de naturel, cette affaire. Je dis dans ces conditions, au point 5, qu'il faut chercher ailleurs, pas chez nous. Et ceux qui font ces genres de recherche savent très bien où ça se trouve. Pour la simple et bonne raison que vous avez, je vous donnerai la carte tout à l'heure, des stocks énormes de ce virus qu'on cherche partout dans la faune et la flore africaine sans le trouver. Il y en a. Si les gens ne veulent pas voir, je vais les accompagner pour leur montrer où ça se trouve. Donc, je rappelle encore cet épisode d'août 67. Il y a eu un événement en septembre 57 aussi. On fait une espèce de conspiration du silence le concernant. Il faut dire ça aussi. L'événement, l'affaire n'a pas commencé, l'humanité n'a pas connu les viridés en 76 dans une zone d'ailleurs qui est à cheval entre le nord-est du Congo-Zaïre, le sud-ouest de l'Ouganda et le sud de l'actuel Soudan du Sud. C'est une zone à cheval entre ces trois pays. Ça a expliqué d'ailleurs qu'avec les différents types qu'ils ont inséminés, il n'y a pas eu de mutation. Ils ont tout fait en laboratoire. Et ces différents types, on les a catégorisés pour leur donner des noms africains, alors que l'événement inaugural ne s'est pas produit en Afrique. On aurait pu l'appeler aussi, je ne sais pas, un virus Pluton, Ganymède ou autre. Des constellations. Pourquoi toujours les problèmes africains, les noms africains sont donnés à ces phénomènes pour leur donner une vraisemblance d'exotique. Bien. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un accident de laboratoire? Probablement. L'événement inaugural, en tout cas, nous le prouve. Est-ce qu'il y a eu des actes délibérés? Ça, j'ai vu personne se faire injecter Ebola, donc je ne peux pas l'affirmer. Mais l'événement inaugural de 67, quand on retourne dessus, qu'est-ce qu'on constate? Nous étions en pleine guerre froide. C'était la course aux armes de destruction massive. Nucléaire, chimique et biologique. Dans la ville de Marbouk, ce n'est pas une grande ville. Il y a une très grande université allemande. C'était l'époque de la République fédérale d'Allemagne. Et les soviétiques étaient juste à côté, en face. Et leur influence était jusque sur la Yougoslavie. Et concomitamment à l'événement inaugural de la ville de Marbouk, il s'est produit, il n'y avait d'ailleurs pas que la ville de Marbouk, il y avait Francfort aussi. En même temps, dans une autre ville, à Yougoslavie, le même phénomène d'accident de laboratoire s'était produit. Mais n'oubliez pas une chose, que la CIA et le KGB, tout le monde sait, tu pètes ici, l'autre sait. C'était comme ça à l'époque. Les téléphones, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Donc tout le monde savait à peu près quel était l'état d'avancement des recherches de l'autre. Donc le même accident les a attrapés tous en même temps. D'ailleurs, le verbe de Guinée en question, bon, il y a des controverses parce qu'il serait peut-être trop gros pour être placé parmi les filaires. On l'appelle le verbe de Médine. C'est en Afrique de l'Est. C'est comment son nom scientifique? Filaire de Médine, c'est... Comment? Non, c'est Uchira Bakowski, c'est pas celui-là. Non. C'est... dans les tibias, tout ça, là, qu'on sort. Hein? Draconculus medinensis. Voilà, donc c'est le verbe de Médine. Ouais. On a réussi à faire admettre à l'humanité entière que c'est le verbe de Guinée. Alors que la première fois que ça a été décrit, c'est à Médine, chez les pèlerins, que ça s'est fait. La chauve-souris n'héberge pas éternellement le Ebola. Quand on le force par injection, inoculation,
de force à laboratoire, au bout de 3 semaines, il s'en débarrasse. Comment voulez-vous qu'un hôte ne garde pas le germe auquel il est habitué depuis des millénaires et qu'il s'en débarrasse? Il n'est pas hôte. Ne m'embêtez pas avec vos histoires. On a pris, quand il y a eu un cas en Afrique du Sud, et qu'on a suspecté que parce que la personne a séjourné entre-temps dans une grotte avec des mineurs, où il y a des chauves-souris, c'est aussi une de leurs argumentations fétiches. Pour confirmer ça, qu'est-ce qu'on a fait? Sauf qu'ils n'ont pas dit le test du résultat après, parce que ça les dément. On a pris des gorilles et autres qu'on a mis en cage pendant 3 semaines, avec les mêmes chauves-souris qui sont supposées avoir contaminé le pauvre malade. Au bout de 3 semaines, les gorilles sont sortis et m'ont dit, c'est quoi votre problème? Ils ne sont pas malades. Dites-moi en un mot, est-ce que vous connaissez, vous, l'origine du virus Ebola? Bien. Non, juste en un mot, après. En un mot, une chose est à retenir sur cette question, c'est que l'hôte, qui serait le réservoir naturel ou même artificiel de ce virus, n'est pas en Afrique. Il faut qu'on se le dise une fois pour de bon. Et je mets au défi tous ces nacles de savants, tous spécialistes, tous experts qui ont aligné des montagnes d'arguments qui choquent l'intelligence humaine. Ce n'est pas parce qu'on est en face des Africains qu'on peut se permettre n'importe quoi. L'hôte n'a pas été identifié en Afrique. Qu'on laisse la chauve-souris tranquille, qu'on laisse la viande de brousse tranquille, qu'on laisse les primates tranquilles. Toutes les expérimentations à laboratoire ou à grandeur nature qui ont été réalisées n'ont pas réussi à mettre en évidence la présence du réservoir naturel ou artificiel de ce virus sur le continent africain. C'est vrai qu'on dit souvent que le porteur de ce virus, ce serait donc des primates, un singe en général. Et vous écrivez ceci, enfin c'est une interview que vous avez accordée au site Afrocentricity. Vous dites, ce constat permet d'orienter indiscutablement les recherches. D'abord, vous dites que l'Afrique est le berceau de l'humanité et les hommes et les animaux y cohabitent depuis des millions d'années, donc bien avant l'apparition des maladies telles que le sida et Ebola à partir de 58. Vous dites que ce constat permet d'orienter indiscutablement les recherches sur l'apparition de ces maladies vers des causes humaines, plus précisément vers la mise au point, et les manipulations d'armes biologiques de destruction massive dont l'Afrique subsaharienne se trouve être la cible principale et la première victime, sans comparaison avec d'autres régions du monde. Alors, point de citation. Alors, à vous lire et à vous entendre, il y aurait un véritable complot sanitaire contre les populations d'Afrique subsaharienne? J'assume pleinement, et dans un débat public de haut niveau, que tous les spécialistes qui se présentent comme tels se réunissent et qu'on mette le sujet sur la table, qu'on prouve, et j'ai les éléments, je dis ceci, que l'humanité entière qui nous écoute en ce moment le sache, ce virus Ebola est issu d'une hybridation de biologie moléculaire à partir de micro-organismes de nature différente qui ont synthétisé véritablement un monstre de laboratoire hybride. Sur quoi se fonde cette affirmation, cette conviction? Ces convictions se fondent sur les éléments probants que tout spécialiste de biologie moléculaire peut vérifier. Mais pourquoi ce n'est pas officiel alors? Mais il leur appartient. Pardon? Puis il leur appartient de nous faire comprendre comment est-ce qu'on est parti d'une accusation. Parce que vous dites il leur appartient, parce que ça c'est... Oui, non mais c'est ce qui communique jusqu'alors. Jusqu'alors on n'a pas donné la parole aux spécialistes africains comme si eux ils n'avaient rien à dire. Je dis que nous descendons dans l'arène du débat pour apporter notre opinion. J'attends qu'on m'apporte la conviction, la preuve que ce que j'avance est faux. Je dis que c'est parce que les gens, volontairement ou accidentellement, ont été injectés. Et à partir du moment où EK0 inaugure une nouvelle épidémie, les sujets en phase d'état qui deviennent un petit peu comme ébouillantés parce qu'avec des bulles partout pleines de virus, sont susceptibles par contact de contaminer d'autres personnes et ainsi de suite. Je peux vous mettre à disposition sur votre site la liste, à ma connaissance, de tous les laboratoires P4 qui sont les véritables et authentiques. Donc vous parlez d'un enjeu économique pour les laboratoires, c'est ça? Réservoir artificiel de ce virus. Ebola, vous en avez ici juste à côté de chez nous à Paris, dans l'Essonne. Et ça dépend non pas du ministère de la Santé de France, mais du ministère de la Défense, de la Direction Générale des Armées. Qu'on m'accuse de fausseté si je dis faux. Il y a un autre qui dépend aussi de la France,
qui a un nom international. C'est juste à côté de chez nous là-bas, dans le golfe de Guinée. Pas de publicité. C'est au Gabon, dans la ville natale de Omar Bongo. D'accord. Absolument. Il y a les Américains, c'est eux qui sont les plus grands pourvoyeurs en la matière. Ils en ont 6 ou 7 officiellement connus. Le laboratoire. Oui. Les Allemands en ont 3 ou 4. Même les Russes en ont. Même des pays comme le Taïwan en ont. Je peux vous donner la liste exhaustive. Quand, comment il s'appelle, Obama décide d'envoyer 3000 militaires pour combattre Ebola en Afrique, il n'a pas annoncé nulle part ailleurs que au CDC d'Atlanta, où se trouve un laboratoire souterrain identique à tout point de vue au laboratoire P4 de Lyon, qui est souterrain aussi, où se trouvent de grands stocks de ce virus mortel. Dr Galovo, il n'a pas été prouvé en fait qu'il y avait des primates porteurs de ce virus. Aucune étude n'a mis en direct de visu, ou alors qu'on montre l'image, la présence du virus Ebola sur quelques tissus prélevés sur quelques animaux, sur les centaines de milliers. Durant cette campagne, grandeur nature, dans la faune africaine qui ont été menées, aucune de ces études n'a mis en évidence la présence directe du virus Ebola dans quelques tissus de quelque animal sauvage ou même domestique parfois que ce soit. Donc on cherche partout sauf là où ça se trouve. Alors, je vous dis que ça se trouve dans les pays. Alors pourquoi cherche-t-on évidemment de ce côté-là alors? Mais oui, mais pourquoi il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas d'euros voir. C'est ça le problème aussi. Oui. Bah oui. Je vous dis que ça se trouve à côté ici dans les Sondes. Allez regarder les quantités de stock de Ebola qu'il y a là-bas. Intéressez-vous un petit peu à ça. Au lieu d'aller chercher en Afrique là où il n'y en a pas. Vous n'en trouverez pas. C'est eux qui donnent l'Ebola. L'Ebola, c'est pas les singes. Bon. Mais bien sûr, c'est l'Occident, c'est les Américains qui ont introduit l'Ebola en Afrique. Hein, quand ils viennent, ils donnent ça en Guinée, puis ils fuient. Les mêmes gens qui ont vendu les organes quand ils étaient ambassadeurs quelque part. Voyez-vous? Ils vendent ils n'ont pas vendu les organes humains. Vous ne savez pas ça? Et c'est les mêmes gens qui se trouvent en Guinée. Ils disent Ebola. Après, ils foutent le camp, ils s'envoient à Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mais on est trop fragile. Il n'y a pas d'oppression de l'Afrique. Personne, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que ce soit les intellectuels, les cadres, etc. L'Afrique n'est pas protégée par les Africains. Il faut apprendre à nos enfants, dès qu'ils sont dans le ventre, il y a des communications qui se font. Il faut leur dire que notre peuple est en danger. Quand ils viendront au monde, ils sont en mission. Il faut leur parler. Parce que sinon, les jours les plus terribles nous attendent. Je vous dis que je ne sais pas ce que nous deviendrons. Mettez-vous dans la tête que l'Occident ne nous forme pas pour nous développer. Vous devez en être sûr. Ils forment des subalternes de leurs administrations. Même quand ils forment des médecins, c'est pour que nous consommions leurs produits. Et un peuple ne vit pas comme ça. Ça dit que tu ne peux pas vivre en confiant ton destin. Surtout que l'Europe ne nous a jamais fait du bien. L'Europe a été toujours à nos problèmes. Tout le temps, l'Europe nous a posé des problèmes. L'Occident a réussi à convaincre l'intelligentsia africaine que cette question du développement est la question centrale. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation. Cela fait au total près de 10 siècles nos rapports avec l'Occident. 10 siècles. On a passé par toutes les expériences, de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes. Ça a suffi 10 siècles, non? On veut encore être abruti, sous-développé pendant 10 siècles encore?
On ne sait pas très souvent que la plupart des guerres qui sont déroulées dans le monde avaient pour objectif la possession de l'Afrique. On leur donnait d'autres raisons, mais c'est l'Afrique qui était toujours visée, parce que chacun devait posséder l'Afrique. On le sait, quand Hitler reprend le flambeau en 1939-1945, c'est parce qu'il sent qu'on les a dépossédés du monde et que ce qui est sorti de la conférence de Berlin ne plaisait pas beaucoup à son empire et il fallait qu'il aille plus loin. Donc c'est toujours nous qui sommes les enjeux. Or, ce qui est curieux, les Africains n'ont jamais réalisé le rôle qu'ils jouent dans le monde et ils n'ont jamais compris qu'ils devaient jouer un certain rôle. On est ici devant ce monument à la gloire de la Belgique coloniale, un monument d'ailleurs complètement paternaliste, raciste et hypocrite. Et la question c'est pourquoi parler des colonies quand on parle de 14-18 ? Vers 1900, l'Europe capitaliste connaît une crise économique importante, surtout en France, en Angleterre, où après une période de croissance très dynamique, l'économie s'essouffle. En Allemagne, moins. C'est un capitalisme plus jeune, plus dynamique. Et pourtant, à ce moment-là, on voit qu'il y a des très grosses sociétés, très puissantes dans ces pays, dans l'acier, la chimie, l'électricité, la banque, tout ça. Donc on va se dire pourquoi l'économie est faible? Eh bien justement parce que comment ces grosses sociétés ont-elles réussi à construire un véritable monopole, on dirait aujourd'hui des multinationales, en appliquant la règle de base de l'économie capitaliste, c'est-à-dire que les gros poissons bouffent les petits. Mais comment est-ce qu'on devient un monopole? C'est simple, en faisant travailler les ouvriers pour le moins cher possible, le plus dur possible, en les payant mal, en licenciant une partie, en faisant travailler les autres plus fort à cause de machines. Mais alors on a un problème évidemment. Si on devient un monopole en appauvrissant les travailleurs, avec quoi ils vont acheter? À qui on va vendre? Et donc le paradoxe, c'est que ces sociétés très puissantes du capitalisme industriel européen se retrouvent avec de l'argent dont ils ne savent pas quoi faire. Où le placer, puisqu'en Europe ça ne rapporte pas. Alors ces capitaux, les grosses sociétés européennes vont les placer, vont les exporter dans les colonies, dans la chasse aux matières premières. D'abord, ça rapporte des profits énormes parce que les matières, on ne les paye pas, on les vole. Ensuite, la main-d'œuvre aussi, on ne la paye pas. Et donc, c'est un très grand avantage pour les sociétés. Un, ça fait des profits directs. Et deux, on peut ainsi, en contrôlant les matières premières d'une région, empêcher les sociétés des puissances rivales de les utiliser. Donc, on gagne un avantage décisif dans la guerre économique. Et le fleuve Congo, dans ce monument, il montre en fait que c'est par là que sont parties toutes les richesses volées au Congo, à l'Afrique noire, par la Belgique coloniale. J'ai entrepris l'œuvre du Congo dans l'intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique, signé Léopold II, menteur total. En réalité, il s'est construit une immense fortune personnelle en obligeant les Noirs à extraire le caoutchouc pour lui. Il coupait la main des récalcitrants. Et c'est tout le capitalisme européen qui se rue par la violence pour piller les richesses de l'Afrique. Mais si toutes les puissances coloniales se ruent sur l'Afrique, comment est-ce qu'on partage les colonies? Par la violence militaire, par la force des armées. Évidemment, c'est emballé dans une jolie propagande, comme sur ce monument. L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste. Avec le temps, on a enlevé l'arabe parce que c'était vraiment trop hypocrite. Le colonialisme européen, ça a été le plus grand esclavagisme de l'histoire. Des croix associées à des glaives, on en trouve presque partout dans ces cimetières de guerre. Et l'Église, à l'époque, joue vraiment un rôle très négatif en justifiant la guerre comme voulu par Dieu. Mais c'est toute l'époque qui baigne dans cette ambiance de propagande militariste, de culte de la guerre en fait. Par exemple, le chef de l'état-major allemand, Helmut von Moltke, écrit, je cite, « La paix éternelle est un rêve et ce n'est même pas un beau rêve. La guerre est une partie indispensable de l'univers créé par Dieu. Et dans la guerre, on retrouve les plus nobles aspirations de l'homme. »
Ou alors le célèbre sociologue allemand Max Weber considère lui la guerre comme groß und wunderbar, grandiose et magnifique. Mais de l'autre côté aussi, on a Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, qui décrit les Allemands comme une race de moindre valeur et pas vraiment des êtres humains mais des animaux, animals. Les Français étiquettent les Allemands comme étant les Boches. En Allemagne, on parle des Français bâtards ou des peuples slaves inférieurs. Et toute cette... aurait bien aimé. Cette guerre s'est aussi déroulée en Afrique, autour du Congo, et notamment en Tanzanie, où les armées belges et allemandes se sont affrontées très longtemps. Et il y a les Allemands qui n'avaient presque pas de matière première dans leur colonie de l'Afrique orientale, tandis que dans le Congo belge, il y avait déjà l'or, le cuivre, le diamant, le cobalt et même l'uranium, et c'est ça ce que les Allemands voulaient. Du côté belge, on était encore dans le raisonnement de Léopold II que c'était toujours mieux d'avoir quelque chose plus grand, et donc la Belgique s'est donnée, après la victoire, donc le contrôle du Rwanda et Burundi, qui avant étaient sous colonie allemande. Et je crois que c'est surtout en Afrique que l'aspect de la guerre a changé un petit peu, plus que en Europe. Je veux dire dans le sens qu'avant la guerre était pré-industrielle. C'est-à-dire il y avait les officiers qui combattaient, on ne comptait pas les morts des soldats et celui qui avait pris le drapeau de l'autre, il avait gagné. Tandis que surtout en Afrique, c'était une guerre de logistique. Il y a le général qui commandait la logistique anglaise qui a bien résumé ça. Il a dit dans cette guerre-là, c'était pas tellement la stratégie des généraux, mais c'était le management, cette gestion matérielle qui a fait qu'on a eu la victoire. Nous sommes pratiquement, nous avons tous été toujours des objets. Aujourd'hui, la Chine est sur place, tout le monde est en Afrique, sauf des Africains. Bientôt on va trouver qu'il y a trop d'Africains en Afrique, et il faudra bien les envoyer quelque part, et il faudra bien que nous nous débrouillions pour survivre quelque part, peut-être dans une île. Mais comme nous-mêmes on est à peu près 1 milliard, je ne sais pas comment nous allons faire. Et il faut comprendre que l'arrivée des Chinois n'est pas un hasard. La Chine, depuis la longue marche, avait déjà envisagé de venir en Afrique. Ils avaient surnommé ça, je crois, le flot. C'est-à-dire qu'ils savaient que l'Afrique avait été totalement dépeuplée et que la Chine était surpeuplée, allait être surpeuplée, et qu'il fallait déjà prévoir. Et c'est comme cela que vit un État. Un État doit prévoir. Nous ne pouvons pas vivre au jour le jour, subir tous les éléments qui nous tombent sur le dos, et parce qu'une fois qu'ils sont là, nous ne pouvons pas, nous ne savons pas comment nous en débarrasser, parce que nous n'avons pas prévu de les combattre. Alors quel est notre problème aujourd'hui? L'Afrique doit constituer un État continental, avec des frontières bien précises. Je parle de l'Afrique noire, parce que il y a le Sénégal qui a eu des problèmes à un moment avec la Mauritanie. Et on avait demandé à Sam II, c'était au temps d'Abdou Diouf, on lui a demandé, mais vous êtes membre, les deux pays sont membres de l'OUA. Comment vous allez, s'il y a un problème, comment vous allez le résoudre? Sam II lui a répondu, il a dit que la Mauritanie fait partie de la Ligue arabe. Et que lorsqu'un pays de la Ligue arabe est en guerre, tous les pays arabes sont en guerre. Il y a Abdou Diouf qui se plaint, deux frères qui se battent. Pendant qu'il se plaint, que deux frères se battent, le Mauritanie veut la guerre. Et si cette guerre avait éclaté, elle vient du fleuve Rosso, parce que vous savez, il y a des peuples les peuples africains qui s'amonçaient dans cette partie, parce que dans l'histoire, les Maures passaient leur temps à venir enlever les enfants au Soudan occidental. C'est eux que l'on retrouve aujourd'hui comme esclaves en Mauritanie. Et qui, si vous n'avez pas encore été en Mauritanie, vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Donc, si la guerre avait éclaté, tous les pays arabes auraient été derrière la Mauritanie et le Sénégal se serait retrouvé tout seul. Vous voyez la dimension de ce que nous donnons en Afrique. Et il y a un danger qui se précise aujourd'hui,
on voit que c'est toujours les extrêmes droites qui vont au Parlement européen, qui font les meilleurs scores. Et lorsque Chirac va bombarder la Côte d'Ivoire en 2004, c'est parce que, il faut le dire clairement, la France raquette les États africains, ce qu'on appelle les États en Afrique. Il les raquette. Vous payez et vous êtes protégés. C'est ça qu'on appelle la France-Afrique, la France mafia. Donc, comme Laurent Gbagbo avait l'air de traîner les pieds, bon, Chirac le lui a fait comprendre en tuant 70 de nos enfants et en blessant près de 300. Et pour le pays où les droits de l'homme sont très vite chantés, ni le Parlement français n'a posé de questions au gouvernement français sur ce qu'il est allé faire en Côte d'Ivoire, pourquoi il est allé tuer des petits nègres en Afrique, ni on n'a pas vu une manifestation. J'ai grandi dans ce pays, je n'ai jamais vu les Français descendre dans la rue pour une manifestation parce que la France agresse les gens en Afrique. Tout est passé dans l'ordre. Un enfant meurt ici, même un vieillard, mais ça devient un scandale. On peut tuer des centaines et de milliers d'Africains, ce n'est un problème pour personne. Donc les Africains, notre peuple doit tirer toutes les conséquences de la réalité du monde. J'ai dit une fois, il faut que nous réagissions un peu comme les peuples asiatiques. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et il faut compter sur nous-mêmes. Et cela veut dire aussi que ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de gravité. Et non pas à la légère comme nous avons l'habitude. Quand on demande aux gens de se réunir, non, il y a un petit zouk qui chante par là. Donc, on va danser le zouk jusqu'au jour où on ne dansera plus. Parce que ce qui est de bien chez les morts, quand ils sont morts, ils ne savent plus qu'ils sont morts. Notre peuple est donc en guerre. Ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le mot de guerre, il faut qu'ils comprennent que les Noirs sont en guerre. Et depuis pratiquement que nous sommes partis d'Égypte. Ce n'est pas un hasard qui a fait que les gens soient revenus des siècles, au XVe siècle. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de nos bras. Nous sommes toujours des machines à produire. Oui, ici, là, on joue bien au football. Ah, tout de suite, voilà, c'est leur rôle ça. Ils jouent au football. Les stades, là, on adore les Noirs. Bon, ils courent, ils mettent les crampons, ils gagnent des médailles. Ils sont de bons citoyens. Maintenant, pour aller au bureau, non. C'est pas fait pour vous ça. C'est trop facile. Vous devenez très délicat. Vous ne pouvez pas aller triompher derrière un bureau. Aller courir sur les stades, ça c'est bien. Et puis aller battre les Noirs américains. Chaque nation a ses propres nègres. On les aligne. Regardez, vous voyez, vous avez des machins pendant les Jeux Olympiques. Il n'y a que des Noirs. Il y a des gens qui commencent à les acheter maintenant. Eux aussi, ils achètent les Noirs. Parce que c'est les Noirs, ils sont là, ils courent bien, ils font tout. Oui. Ça, c'est leur domaine. Et nous ne pouvons pas non plus laisser nos enfants avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement. Parce que moi, je vous dis, je ne suis pas très sûr de savoir ce que les Chinois vont faire en Afrique dans les siècles à venir. Le monde n'est pas ce que les Africains veulent qu'il soit. Le monde est tel qu'il est. Les Africains, dans leur rêve vraiment les plus fous, mais ils croient que le monde est comme eux, ils le voient. Le monde n'est pas comme ils le voient. Aime ton frère, oui, mais bien sûr, mais tout le monde aime tout le monde. Mais où est le problème? C'est pas ça le problème. Il faut que les Noirs comprennent que le monde n'est pas de tout le temps se coucher devant les autres. Pour plaire. On est là pour plaire à qui? On n'est pas pour plaire aux gens. Nous sommes là parce que notre peuple doit vivre. Il doit exister comme les autres peuples. Donc nous ne pouvons pas tout le temps accepter le dictat des autres ou de vivre par procuration. Donc, comprenez que les alliances, les grandes unités sont faites pour renforcer les gens, pour leur donner de la force. Et ceux qui ne le feront pas vont disparaître. Nous sommes entrés dans l'ère des États continentaux. Par la palette des Narmer et la formation de la première dynastie, il y a sur cette palette des Narmer quelque chose qu'on ne dit pas. On parle de la réunification et tout ça, c'est faux. L'ordre entre dans Kemet, donc en Afrique, à partir du moment où le roi africain coupe les têtes des Eurasiatiques. Regardez les tableaux. Il prend comme ça la tête qui est décapitée de l'Asiatique et les gens qui sont sous ses pieds
Deuxième tableau, il y a des lignes. C'est de nouveau ces gens-là. C'est ça l'entrée de la Ma'at dans l'histoire. La neutralisation de l'Eurasie. Regardez vous-même l'image, vous pouvez l'interpréter, palette de Narmer. Je voulais aussi ajouter que l'Égypte a laissé le testament, qui est le testament de Plutarque, les blancs et les noirs, on pourrait me formuler comme ça, les rouges et les noirs dans l'histoire. Les Égyptiens ont dit, la rencontre entre le rouge et les noirs dans l'histoire est toujours mortelle, mortelle sur le plan de vie humaine, mortelle sur le plan moral, mortelle sur tout le plan parce que l'autre représente le sang, la sécheresse, les déserts, la destruction. Vous devez stopper le sang. C'est la Ma'at. C'est une mission. Osiris ou Isis. Isis que vous appelez Kwanzaa. Donc les Anza, Asa, commencer. Donc Anza, c'est commencer. Kwanzaa, le commencement. Ce commencement, cette fondation n'est possible qu'en stoppant la sécheresse, qu'en stoppant les barbares. Vous n'avez pas d'autres moyens. Or aujourd'hui, dans le monde tel qu'il l'Europe ou l'humanité conduite par l'Europe, les puissants, il faut être fort, puissant. Si vous êtes fragile, vous êtes ami ou quoi, ça ne compte pas. On vous écrase quand il le faut. L'Europe ne tolère pas la fragilité. L'Europe ne tolère pas l'impuissance. L'Europe ne tolère pas, n'aime pas la faiblesse. Ils appelaient autrefois les chinoiseries. Aucun Européen ne dit maintenant les chinoiseries. Parce que la Chine est forte, puissante, et on dit discutons affaires. Discutons les affaires. On ne dit plus les chinoiseries qui mangeaient un bol de riz par heure, qui est le tiers-monde, qui était des vauriens, des bibelots. On ne dit plus les chinoiseries. Parce qu'ils sont forts. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de partenaire. Ça n'existe nulle part. Or, l'Afrique fait le NEPAD par des partenaires. Mais qui vient? Mais enfin, quel est le partenaire de l'Allemagne même? Ils font tout seuls. Quel est le partenaire de la France? Quel est le partenaire de l'Angleterre? Quel est le partenaire des États-Unis? Ou quel est le partenaire des Chinois? Mais l'Afrique dit que j'ai un projet, il faut que les bailleurs de fonds et les partenaires. Quel est le bailleur de fonds de la France? Ils sont déficitaires depuis au moins 30 ans, mais ils ne sont pas aidés. Quel est le bailleur de fonds de l'Allemagne? Là où ils croisent les bras, ils ont des projets, et puis un bailleur de fonds, est-ce italien ou grec qui viendrait les financer? C'est la Grèce qui viendrait financer l'Allemagne? Mais l'Afrique croit encore à des mythologies comme ça, les bailleurs de fonds, les partenaires, mais ça n'existe pas. On a fait tous les schémas. Nous avons fait tous les schémas, tous les schémas. Moi, je ne vois pas quel schéma qu'on peut faire encore. Si vous créez les États-Unis d'Afrique, vous n'allez plus faire un petit barrage ici, un petit truc là. C'est des grands projets de développement. On crée des grandes universités de technologie, de sciences, etc., de grands espaces. On maîtrise le nucléaire. Si vous êtes faible, vous êtes écrasé. Donc, par précaution, on fait ça. On fait des grands projets. Notre mission de la jeunesse actuelle, c'est de créer une nouvelle condition, que l'Afrique soit forte et puissante. Si l'Afrique est faible, pas puissante, on a beau faire, soit disant les mondialisations, les BRICS, soit la mondialisation des choses comme... Mais la mondialisation, c'est un conflit d'intérêts économiques, commerciaux. On ne commerce pas, on n'est pas fort, on pille toutes les richesses. Le pétrole, le bois, les poissons, les ceci, on pille tout. Alors vous allez faire quelle mondialisation? Oh, le village planétaire, je veux bien, mais quel est le chef du village en question? Vous êtes toujours servant dans ce village, soi-disant village planétaire. Mais un village a toujours un chef. Vous êtes le chef de ce village planétaire? Non. Alors vous êtes bon à quoi? On est drogué par des mots. Mais émergence, c'est quoi exactement?
Comment sera? Non, on dit, bon, écoutez, d'ici 25 ans, bon, on verra bien. On ne planifie rien, on ne fait rien. Il faut qu'on finisse, c'est presque de l'escroquerie politique. L'Occident, les Européens ne peuvent pas aimer l'Afrique. Vous avez beau faire. Parce qu'ils ont cultivé des choses, c'est impossible à faire. Ils ne peuvent pas, globalement, ils ne peuvent pas. Il y a le tréfonds, c'est impossible. Et du coup, on vous enlève l'histoire, ce que Cheikh Anta Diop appelle la falsification de l'histoire africaine. Ça a été falsifié. Vous n'avez pas d'histoire, parce que quand même c'est mon esclave. Bon, je dis que les pharaons c'est lui. Bon, c'est que les pharaons donnaient la civilisation. C'est une contradiction. Donc il faut gommer. Vous n'avez pas d'histoire. C'est nous qui vous donnons tout, hein, comme on a dit tout à l'heure, l'habillement, tout le gouvernement, l'économie, tout ce qu'il faut, quoi. Autrement, vous-même, vous n'avez rien. C'est grâce à l'Occident que vous êtes venus ceci. La falsification. Parce que plus vous partez, plus vous voyez que cette souffrance même devrait nous blinder. Mais ils ne veulent rien savoir. Voyez-vous, le problème, c'est que un problème, il ne s'agit plus de condamner même l'impérialisme, le colonialisme, etc. Il faut savoir que si vous êtes fort, si vous êtes puissant, on vous respecte dans ce bas monde-là. Mais si vous êtes faible, vous avez beau faire, vous avez être ami, vous avez beau faire, des conseillers, ils viennent, ils vous font l'Afrique en marche. Quelle Afrique en marche? Tantôt ils disent que l'Afrique a le sida, l'Ebola, tantôt l'Afrique est pauvre, très endettée, ils disent à l'Afrique en marche, ils se moquent des gens. Qu'est-ce qui est en marche en Afrique? Quand ils polluent, tout le golfe de Guinée, hein, le pétrolier pollue tout, depuis Pointe-Noire jusque partout il pollue. Le golfe au Nigeria c'est pollué, le delta. Et ça c'est l'Afrique en marche. Ils financent les coups d'État, ça c'est l'Afrique en marche. Hein? Non, je crois que dans ce bas monde-là, les Chinois, voilà la géopolitique, les Chinois bâtissent la Chine. Ils ont leur programme, ils ont fait la longue marche, ils ont fait le bambou, le rideau de bambou, ils ont développé le nucléaire, les sous-marins, l'espace, l'économie, ils se battent, ils se développent, ils s'ouvrent maintenant l'Europe. On construit comme ça. Même la Russie, c'est une grande puissance. Ils interviennent, on ne peut pas les bousculer facilement. L'Inde aussi se fait. Bon, les Arabes essaient de se reconstruire avec tous les problèmes qu'on connaît. Bon. L'Amérique latine, autant de il y avait l'idée de Mercosur, etc., je crois que c'est tombé. Mais en fait, ils veulent aussi essayer de bâtir quelque chose ensemble. Les États-Unis, ils sont d'abord États-Unis, tout seuls, puissants. Ils développent avec le Mexique, le Canada et les États-Unis. En cas d'eux, on est ensemble. Question de visa, de ceci, le dollar, on va au Canada sans visa, on fait ceci. Il dit, on fait donc le Mexique, États-Unis, en cas d'eux. Troisième scénario, ils font le Congrès américain. Donc avec tous les États américains, Cuba y compris. Tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique des îles, il s'appelle le American Congress. Ils sont le Congrès américain, ils se réunissent régulièrement. Les États-Unis jouent encore sur l'Atlantique, l'Alliance Atlantique. C'est les chefs de l'OTAN que De Gaulle avait quitté, Sarkozy a réintroduit. Ils sont à l'OTAN. Donc nous sommes pourtant l'océan Atlantique, mais nous ne sommes pas partis de l'OTAN. Trop faibles. Ils sont à l'OTAN. Les États-Unis jouent sur le tableau des Pacifiques, les pays pacifiques. Ils sont avec la Chine, le Japon, les Coréens, c'est le Pacifique. Ils se retrouvent pour discuter les problèmes du Pacifique, les pays du Pacifique. Ils sont dedans. Donc, ils sont dans le monde entier, vous voyez bien. L'Afrique n'est dans aucun scénario de demain, que ce soit militaire, sécuritaire, scientifique, on n'est dans aucun scénario. Dans aucun scénario. Alors donc, les voies les tapis, les pères fondateurs, c'est un mauvais schéma.
Il faut abandonner ce schéma. C'est pénible, mais il faut l'abandonner. Il faut faire la propagande maintenant, développer les idées de l'État fédéral. C'est la seule issue. Le tout est de faire pour être puissant. L'Afrique a besoin d'être puissant, même pas de développement, parce qu'on ne se fera jamais développer. L'Afrique a besoin de puissance, comme ça, vous jouez votre carte de façon autonome. Ça sera difficile. Pourquoi? Parce que si l'Occident ou l'Europe sent que l'Afrique se retire un peu, bon, ils vont commencer à faire une violence extrême, à tuer les gens, les jeunes, etc., faire des rafles, etc. Parce que une puissance africaine qui va dire non, nous ne voulons pas que vous venez faire la pêche en Mauritanie, prendre les poissons comme ça. Non, nous ne voulons pas que vous traversiez, que tous ces bateaux qui vont en Afrique du Sud ne traversent pas tous ces sous-marins-là. Ce sont nos océans, dans nos eaux territoires, on ne veut pas. Le pétrole, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Le ceci, nous pouvons le faire, etc. Bon, l'uranium, Areva, le premier nucléaire du monde. Mais vous ne voyez pas que c'est... Il n'y a pas un grain d'uranium en France. Mais Areva est premier mondial. Ils prennent ça gratuitement, presque gratuitement au Niger. Mais si nous disons que c'est à l'État fédéral, c'est à nous, on ne prend plus ça comme ça. Donc l'Occident va subir la puissance africaine, on ne va plus être exploité pour faire leur force. On fait notre propre force. Voilà pourquoi il faut développer votre sécurité, il faut développer les services d'espionnage. Or là, nous traversons les espionnages même, sans sécurité. Et tout est ouvert. On ne fait plus comme ça. On ne fait plus comme ça dans ce bas monde. On ne peut pas désister parce qu'on a subi l'esclavage, on a subi la colonisation, on a subi l'apartheid, on a subi tous les... etc. Au contraire, ça doit nous donner plus de force encore de dire, attention, si nous sommes faibles, on sera encore esclaves dans le monde tel qu'il va. Si nous sommes forts, on va nous respecter. Et si on nous respecte, on respecte aussi l'humanité. Plus l'Afrique est forte et belle et extraordinaire, et plus le monde jouira de la puissance africaine. Tandis que nous ne jouirons jamais de la puissance occidentale, parce que c'est une puissance de domination. C'est ça l'idéologie qui est l'arrière-plan, de dominer les autres, qui n'existent pas, c'est moi qui commande. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à faire même l'Europe, parce qu'ils veulent dominer les autres. L'autre veut dominer la Grèce n'en veut pas, l'Allemagne veut dominer les trucs, ils veulent dominer les autres. Maintenant, c'est le couple, on ne peut pas faire l'Europe avec deux couples, couple franco-allemand, quel couple va faire? C'est des histoires, tout ça. Une nouvelle conscience africaine est par conséquent appelée à l'existence. Il faut faire avec de nouveaux schémas intellectuels, de nouveaux logiciels intellectuels ou mentaux. Une nouvelle conscience africaine doit venir à l'existence. Cette nouvelle conscience africaine, devant les nouvelles exigences de vie et de survie, il est question de la survie, c'est l'œuvre de toutes les forces vives africaines. Ainsi, écrivains, romanciers, hommes et femmes de théâtre, poètes, doivent quitter la description des faits coloniaux et post-coloniaux pour aborder désormais les thèmes majeurs de l'Afrique nouvelle. Les romanciers doivent développer notre imagination différemment. Les hommes et femmes de théâtre doivent faire le grand théâtre. Les musiciens, les artistes, les athlètes, les cinématographes, les couturiers, les modélistes, qui doivent percer les mystères, tu vois, mobiliser les forces, les énergies, les mentalités collectives en fonction du présent et de l'avenir. Il faut faire. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être mort. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces.
Et il faut, justement, que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique noire est confrontée, je pèse mes mots ce soir, à une guerre d'extermination du peuple autochtone de ce continent. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Et cette guerre d'extermination fait que la seule manière pour l'Africain de faire face à l'adversité, c'est la maîtrise sans faille des sciences et des techniques modernes. Face à tous les défis, l'Égypte a tenté toutes les solutions. Le jour où elle n'a pas su relever un seul défi, elle a disparu. Et ce défi, c'était le défi des peuples venant de l'Est. Et ce sont ces peuples qui ont entraîné, il s'agit des Perses et des Assyriens qui ont entraîné la chute de l'Égypte pharaonique à partir de moins 525